Alors on a tout, on a les postulats, les approximations, on a vu comment on exprimait les signaux en un point, en fonction des signaux en d'autres points. Donc théoriquement, on peut y aller à l'attaque, on peut étudier des problèmes réels. Alors malgré tout, je vais juste un tout petit peu calmer les choses, et on va essayer de se demander, depuis le début, tous les exemples d'application, on les a fait avec des ondes monochromatiques, donc ça on l'a déjà justifié, mais de même fréquence. On n'a jamais réfléchi, c'était toujours cos, oméga t plus phi, toujours le même oméga. Du coup, est-ce que c'est une condition, une contrainte? Est-ce qu'on l'a fait juste parce qu'on était feignant, parce que sinon les calculs sont un peu plus compliqués? Eh bien, on va voir ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer qu'il existe deux sources ponctuelles monochromatiques, mais différentes, donc de fréquences différentes. Donc, j'ai une source S1. Donc, je ne me prends pas la tête. Je suppose que les milieux maintenant sont homogènes. Et puis une source S2. Donc, qui émet de la lumière dans toutes les directions. Et donc, ces ondes vont se rencontrer en différents points M. Donc, par exemple, je vais prendre ce point M-ci. Voilà. Le voilà, il est beau. Hop, tac. Donc, on a deux ondes qui se rencontrent, donc elles vont se superposer, et on va chercher l'intensité en ce point M pour voir si on a des interférences constructives ou destructives. Bon, on appelle D2 la distance entre S2 et M. On appelle évidemment D1 celle entre S1 et M. Et donc le milieu il est homogène d'indice petit n. Ok. Alors pour être sûr de ne pas me tromper, je vais rester en réel. Je ne vais pas utiliser les grandeurs complexes associées. Je vais prendre mes précautions. Du coup, je vais supposer, pour me simplifier la vie, que les deux signaux sont sinusoïdaux avec... bon non, allez, je me simplifie pas la vie. Donc les signaux sont sinusoïdaux, ça par contre, ok, monochromatique, onde monochromatique, et donc pas de même fréquence. Donc je peux écrire que le champ en S1, eh bien c'est S01. Je vais appeler ça A1, ce sera plus court à écrire par la suite, parce qu'on va avoir pas mal de lignes à écrire. Donc A1 cos oméga 1t plus phi 0,1. Le signal, le champ en S2, ça va être égal à A2 cos oméga 2t plus phi 2. Ensuite, on a vu comment faire pour exprimer le champ M connaissant le champ en un autre point d'un rayon. Donc ici, c'est le cas. Donc je vais exprimer le champ M provenant de l'onde numéro 1 et le champ M provenant de l'onde numéro 2. Donc il va falloir que je rajoute un indice. Donc le champ en M, mais dû à l'onde numéro 1 à l'instant t, eh bien, en utilisant la méthode qu'on a vue, c'est proportionnel au champ en S1 à l'instant t moins taux. Donc si j'ai pas besoin de rajouter un indice 1 sur S, puisque vu que je dis que c'est le champ en S1, c'est forcément pour l'onde numéro 1. Voilà, et donc ça on a vu que ça pouvait s'écrire A1 cos oméga 1t moins 2pi sur lambda vide 1. Alors j'écris juste lambda 1, mais il faut bien se rappeler que c'est la longueur d'onde dans le vide. Fois le chemin optique, donc n, fois S1m plus phi 0,1. Voilà, je pense pas m'être trompé. On fait pareil pour le signal 2. Donc le champ en M dû à l'onde numéro 2, donc c'est égal à alpha S2m fois le champ en
S2 à l'instant t moins taux S de M, et donc c'est égal au coefficient d'atténuation S de M fois A2 fois cosinus oméga de t moins 2pi sur lambda vide numéro 2, n S de M plus phi 0,2. Voilà donc un exemple d'utilisation de ce qu'on a montré dans la précédente vidéo. Alors du coup, je vais poser un peu des trucs pour me simplifier l'écriture. Ça, je vais appeler... comment je peux l'appeler ? Ouais, je vais appeler ça B1. Ça, je vais appeler B2. Donc c'est l'amplitude de chaque champ provenant de chaque onde. Et puis, du coup, tout ça, je vais l'appeler phi1, qui est égal à la phase au niveau de la source avec le retard. Et ça, je vais l'appeler phi2. Voilà. Alors pourquoi j'ai écrit ces deux champs ? Eh bien c'est parce qu'on a vu qu'avant de déterminer l'intensité en M, il fallait que je fasse le champ total, la superposition. Donc la superposition que j'appelle ST, en M à l'instant T, c'est égal à donc, B1 cos oméga 1 T plus phi1 plus B2 cos oméga 2 T plus phi2. Voilà. Et donc maintenant, je vais en déduire l'intensité au point M en faisant la moyenne temporelle du champ total au carré au niveau du point M. Donc ça va faire, est-ce que j'aurai la place, j'en suis pas sûr, je vais écrire en dessous. Ça va faire donc moyenne temporelle de B1 carré fois cos carré oméga 1 t plus phi 1 plus, je vais faire tout de suite l'autre carré, B2 carré cos carré oméga 2 t plus phi 2. Et du coup c'est pas tout, plus le double produit. Donc plus 2 B1 B2 fois cos de tout ce qu'il y a dans le premier fois cos de tout ce qu'il y a dans le deuxième. Attention, c'est pas 1 et 2, enfin c'est l'argument de 1 et l'argument de 2. Voilà. Alors la moyenne, donc c'est une opération qui est linéaire, donc je peux dire que la moyenne d'une somme, c'est la somme des moyennes. Du coup, j'arrive à I en M est égal à la moyenne du premier terme, ça va être égal à 1 demi de B1 carré. Et en fait, B1 carré cos carré oméga 1 t plus phi, et bien ça c'est le champ en M. Donc la moyenne du champ 1 en M au carré, eh bien c'est ce qu'on appelle l'intensité en M due à l'onde numéro 1. Même chose pour le champ dû à la source numéro 2. Donc ça ferait la moyenne du champ numéro 2 au carré. Donc c'est l'intensité du champ numéro 2. Et puis il reste ce second terme, enfin ce troisième terme, ce dernier terme, à calculer. Alors pour le calculer, le plus simple, c'est de séparer le produit en faisant intervenir une somme. Alors comment ? Eh bien, en utilisant du coup certaines formules Trigo. Voilà, donc j'ai coupé la vidéo parce que finalement c'était pas ce qui était très intéressant. Donc on a rappelé les formules Trigo. Et du coup pour avoir cos A fois cos B, eh bien on peut faire la moitié de cos A plus B plus cos A moins B. Donc du coup le dernier terme qui est celui qui m'intéresse, ici, je vais l'appeler, j'en sais rien moi, II, on va voir après pourquoi. Donc II, c'est égal donc à
la valeur moyenne de 2B1, B2 divisé par 2, donc le 2 qui est là, multiplié du coup par cos A plus B, donc cos oméga 1 plus oméga 2t, plus phi 1 plus phi 2, plus cos, alors on va supposer que oméga 2 est plus grand que oméga 1, donc je vais le mettre lui en premier, oméga 2 moins oméga 1 t, plus phi 2 moins phi 1. Voilà du coup la moyenne à faire. Et là du coup on a un vrai problème, enfin c'est pas un problème, hein, mais c'est... du coup là on a un cosinus qui varie dans le temps, donc une fonction sinusoïdale qui va varier très rapidement puisque la pulsation c'est la somme des deux pulsations au départ, donc un cosinus qui varie très rapidement. Donc du coup sa valeur moyenne, ça va être 0. Même chose ici, on a un cosinus qui varie un peu moins vite, mais la valeur moyenne d'un cosinus temporel c'est 0. Donc on obtient II est égal à 0. Donc, dans ce cas-là, eh bien, l'intensité en un point M est égale à l'intensité transportée par l'onde numéro 1 plus l'intensité transportée par l'onde numéro 2. Et ça, du coup, c'est ce qui correspond à la situation où il n'y a pas d'interférence. Alors, c'est quand même bizarre que dans un chapitre qui s'appelle interférence, enfin non, pardon, pour l'instant c'est optique ondulatoire et juste après on va faire un gros chapitre qui s'appelle interférence. Donc c'est bizarre qu'on ait montré du coup qu'il n'y avait pas d'interférence. Alors, vous l'avez peut-être deviné, il y a une petite subtilité. Donc là, ce cosinus, il vaut forcément 0. Parce que quelles que soient les valeurs de oméga 1 et oméga 2, eh bien oméga 1 plus oméga 2, ça va être quelque chose de positif. Donc cosinus de quelque chose de positif fois t, eh bien c'est quelque chose qui oscille dans le temps, et donc la valeur moyenne, c'est 0. Mais par contre, pour le deuxième, eh bien il y a une relation particulière entre oméga 1 et oméga 2 qui fait que ce cosinus, en moyenne, ne sera pas nul. En fait, pour que le cosinus en moyenne ne soit pas nul, eh bien, la condition, c'est qu'il ne varie plus dans le temps. Et du coup, cette condition, eh bien, c'est oméga 1 égale oméga 2. À ce moment-là, eh bien, vous avez cos phi 2 moins phi 1, c'est-à-dire cosinus du déphasage entre les deux ondes qui arrivent au point M. Donc, si on doit conclure, eh bien en fait, voilà pourquoi on a fait depuis le début l'hypothèse que les deux ondes monochromatiques étaient de même fréquence. C'est parce que si on fait si on fait se rencontrer deux ondes qui n'ont pas la même fréquence, à cause du fait que en optique ondulatoire, donc en optique, c'est-à-dire en travaillant avec la lumière, les fréquences sont tellement rapides qu'en fait, ce qu'on perçoit, ça va être une valeur moyenne, eh bien, on n'est pas capable de voir des choses particulières lorsque les deux fréquences sont différentes. Donc l'intensité qu'on va mesurer, qui est quelque chose qui est moyen, eh bien, ça va être égal à l'intensité moyenne de chaque, enfin la somme de l'intensité moyenne de chaque onde. Et donc il n'y a pas d'interférence. Quelle que soit la phase à l'origine de chacune des sources, ça ne va rien changer. Donc, en fait, ce que j'ai encadré, c'est si oméga 1 est différent d'oméga 2. Donc ça veut dire que si on souhaite faire des interférences avec des ondes lumineuses, eh bien la première des conditions, et on va voir qu'elle n'est pas suffisante, elle est nécessaire mais non suffisante, c'est que vous ayez des ondes de même fréquence. Sinon, l'intensité, c'est juste la somme des intensités de chaque onde, c'est-à-dire ce n'est pas une situation qui correspond à des interférences.
Si par contre, vous choisissez deux fréquences parfaitement identiques, eh bien à ce moment-là, l'intensité va différer de l'intensité, enfin de la somme des intensités de chaque onde. Et du coup, le terme de différence, il est dû à ce cos delta phi. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore fait la valeur moyenne, mais en fait, si on regarde à l'intérieur, on a 2 B1, B2 sur 2 qui sont, donc ça déjà, les deux, on les enlève. Donc on a B1, B2 qui est constant. Et ici, du coup, on a cos delta phi qui, désormais, est constant également. Donc, la valeur moyenne d'une constante, c'est la constante. Du coup, on obtient plus B1, B2 fois cosinus de phi2 moins phi1. Et vu que le cosinus, c'est une fonction qui est paire, ça aurait pu aussi bien être phi1 moins phi2. Donc, c'est ce qu'on va appeler delta phi. Alors aussi, il serait bien d'exprimer ce que c'est que B1 et B2. En fait, avec la définition utilisée ici, qui est que l'intensité, c'est la valeur moyenne du signal au carré. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle définition, il peut y avoir un facteur 1,5, un facteur 2, ce que vous voulez, à partir du moment où vous êtes bien cohérent. Donc pour tous vos signaux, vous utilisez la même définition. Donc là, du coup, quand vous prenez un des deux signaux, donc par exemple, si vous faites la moyenne de B1 carré, cos carré, blablabla, eh bien ça vaut B1 carré sur 2, et donc c'est l'intensité I1. Donc ça veut dire que B1, c'est égal à racine de 2I1. Et même chose pour B2. Donc je peux remplacer B1 et B2 dans mon expression finale ici, avec ici B1 qui vaut racine de 2I1, et B2 qui vaut racine de 2I2. Et donc finalement, j'obtiens la formule générale de l'interférence à deux ondes. Eh bien, lorsque les deux ondes monochromatiques ont même fréquence, eh bien, l'intensité mesurée au point M, c'est égal à l'intensité de la première onde plus l'intensité de la deuxième, plus le terme d'interférence qui vaut 2 racine de I1, I2, cosinus du déphasage. Donc soit vous apprenez par cœur cette formule, soit vous la redémontrez. Alors sachant qu'elle est beaucoup plus rapide à démontrer en utilisant les grandeurs complexes associées. Donc c'est au choix. Du coup, eh bien, on obtient donc une intensité qui dépend en général du point M. Pourquoi ? Eh bien parce que le déphasage, en règle générale, va dépendre du point M. Donc delta phi va avoir deux origines, puisque delta phi, je vous rappelle que c'est la différence entre les phases à l'origine. Alors que je ne me trompe pas, c'est donc c'est phi 0,2 moins phi 0,1 moins 2pi sur lambda vide. Donc désormais, j'en ai plus qu'une seule de longueur d'onde, puisque les deux fréquences sont les mêmes, donc les longueurs d'onde sont les mêmes. Fois, du coup, donc ça va être n fois S de M moins S1M. Donc l'interférence, le résultat de l'interférence dépend, on va dire majoritairement de delta phi, du déphasage entre les deux ondes qui se rencontrent. Et ce déphasage, il a deux origines. Ici, ce serait le fait que les deux sources n'ont pas la même phase à l'origine. Donc les sources ne sont pas synchronisées. Parce que si elles sont synchronisées, eh bien phi 0,1 est égal à phi 0,2.
Et enfin, le déphasage des ondes au niveau du point M va avoir une autre origine. On voit qu'ici, ça dépend de la différence de distance entre les sources et le point M. Du coup, c'est logique parce que si les distances à parcourir sont différentes, eh bien, les retards de chaque onde vont être différents. Et donc, les ondes vont arriver, entre guillemets, à deux moments différents. Du coup, à un instant T, il va y avoir une différence de phase due à cette différence de parcours. Donc, dans un problème pratique, eh bien, il faudra déterminer d'abord cette différence de parcours et puis ensuite la multiplier par 2pi sur lambda fois n. Comme ça, vous aurez le déphasage dû à la différence de parcours. Et puis, eh bien, ça va dépendre du cas. Eh bien, souvent, on n'aura pas de déphasage des sources, mais s'il y en a un, c'est pas grave. Il suffira de le rajouter là. Et du coup, eh bien, vous aurez l'expression de l'intensité au niveau du point M. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que selon delta phi, eh bien, l'intensité va varier entre I1 plus I2 plus 2 racines de I1 et I2. Donc ça, ce sera lorsqu'on sera dans une situation où delta phi est égal à 0, donc on a des interférences totalement constructives. Et puis à l'inverse, lorsque delta phi sera égal à pi, 3pi, etc., eh bien, on aura I1 plus I2 moins 2 racines de I1 plus I2, donc une intensité inférieure. Donc ça sera le cas d'interférences totalement destructives. Et donc, en termes de luminosité, la luminosité la plus faible possible. Voilà, donc il reste à étudier ces cas d'études réelles. On a tout ce qu'il faut.